E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour chers auditeurs de Radio Médecine Douce, bienvenue dans ce nouveau podcast « Comment je me nourris ». Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une maladie de civilisation des temps modernes qui touche un bon nombre d'individus. Il s'agit du diabète. Et pour traiter de ce grand sujet, j'ai la joie d'avoir à mes côtés Christian Brun. Bonjour Christian. Bonjour Alice, bonjour à tous. Comment tu vas aujourd'hui Christian ? Toujours aussi bien. Ah bah oui. Toujours aussi passionné. Ça se voit. D'ailleurs, tu m'as ramené ton nouveau bouquin. Je te remercie beaucoup. On en parlera un petit peu à la fin de cette émission. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le diabète et j'aimerais déjà commencer par te représenter, Christian. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on a déjà enregistré plusieurs podcasts ici à la radio, mais il y en a peut-être qui ne les ont pas écoutés. Donc, c'est l'occasion de te représenter. Donc, Christian, tu es naturopathe depuis plus de 35 ans. Tu as été l'assistant de Pierre-Valentin Marchessault. Tu enseignes la naturopathie au Sénato, qui est le collège européen de traditionnelle holistique à Paris. Tu es l'ex-directeur du CEERN, qui est le Centre européen d'études et de recherche naturopathique. Tu es membre de l'OMNES, qui est l'organisation de la médecine naturelle et de l'éducation sanitaire, membre de la FENA aussi, qui est la Fédération française des écoles de naturopathie. Et tu es par ailleurs l'auteur de nombreux ouvrages passionnants, tels que le grand livre de la naturopathie aux éditions Erol, la naturopathie de A à Z, les remèdes à vos maux quotidiens chez Erol également, nettoyer et drainer son foie naturellement aux éditions Très Daniel. On a d'ailleurs fait un podcast à ce sujet. Chouchouter votre cœur aux éditions Rustica et j'en passe de nombreux. Mais tu as notamment écrit un livre qui s'appelle Le diabète exactement, stratégie naturopathique et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Super, ouais. Donc, merci d'être là, Christian, pour nous parler de ce grand sujet. On sait aujourd'hui que le diabète est une maladie qui touche 2 fois plus de personnes qu'il y a 25 ans. Est-ce que tu pourrais nous expliquer clairement qu'est-ce que le diabète, comment on peut décrire cette maladie ? Alors déjà, il faut bien souligner que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prévoit 170% d'augmentation des cas de diabète dans les années 2025. C'est-à-dire dans 4 ans. C'est une épidémie, et là, c'est la vraie épidémie. C'est pas celle qu'on nous rabâche en ce moment avec la Covid. Ça, c'est encore autre chose. Ça. Donc, le diabète, c'est une inadéquation entre l'apport de sucre et la consommation de sucre. Parce que normalement, quand je consomme, entre guillemets, quand je dis sucre, bien entendu, et ça, c'est valable pour toute l'émission, quand je dis sucre, c'est bien sûr le glucose, ou alors que si on veut parler d'un terme hyper scientifique, le substrat énergétique. Waouh, ça classe. Ah ouais. Je te dis ça parce qu'un jour j'ai assisté à une conférence de grands scientifiques de l'INRA, de grandes sociétés, etc. Et pendant 10 minutes, j'ai pas su ce que c'était. Le substrat énergétique cellulaire. J'étais là, alors qu'en fait c'est du glucose, c'est du sucre, quoi. Voilà. Et on en a besoin. Pourquoi ? Parce que et ça c'est valable pour toutes nos cellules, sans exception, que ce soit le bout de l'oreille, le doigt de pied, etc. Toutes nos cellules, elles ont besoin d'oxygène, elles ont besoin de glucose, elles ont besoin de protéines, de lipides, vitamines, oligo-éléments et enzymes. Et elles ont besoin d'être débarrassées des déchets dus au métabolisme. Et ça, c'est valable pour toutes nos cellules. Donc, pour que les cellules puissent fonctionner, il faut un carburant. Le gasoil, si vous préférez, de la cellule. Moi, c'est comme ça que j'appelle le glucose. C'est-à-dire que lorsque je mange des glucides, ma digestion, mon catabolisme digestif, ça me donne du glucose. D'accord ? C'est une molécule toute simple. Et ce glucose, il faut qu'il rentre dans mes cellules pour faire de l'énergie sous forme d'ATP, adénosine triphosphate. Mais attention, pour rentrer quelque part, il faut quand même quelque chose. Il faut une clé, bien entendu. Ah ouais, tout à fait, tu fais le geste. Mais il faut une clé, bien entendu. Et la clé, bien sûr, c'est l'insuline. Et c'est ça qui est hyper important. D'accord ? Donc j'ai la clé, l'insuline, fabriquée par mon pancréas, à partir de protéines, enfin des acides aminés, et des lipides. Donc déjà, là, on a déjà une petite idée, il va falloir aller rechercher. Puis ensuite, si j'ai la clé pour rentrer chez moi, il faut que sur la porte, il y ait une serrure. Il faut qu'il y ait des récepteurs à insuline. D'accord ? Et les récepteurs sont fabriqués, bien sûr, à partir des protéines encore. D'accord ? Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, il faut que je puisse aller jusqu'à ma porte. C'est-à-dire que s'il y a trop de gras, par exemple, tout autour de ma cellule, je ne peux pas aller d'où le dosage des triglycérides. Vous voyez ? Donc en fait, on va supposer que le glucose, il peut rentrer dans nos cellules. Et là, dans nos cellules, il va dans une petite particularité des cellules qui s'appelle la mitochondrie. C'est résumé, parce que c'est un petit peu plus complexe que ça, mais j'essaie d'être simple, surtout pour les auditeurs. Et donc, le glucose, il va dans la mitochondrie, et là, dans la mitochondrie, il subit 2 transformations qu'on appelle le cycle de Krebs. La première phase du cycle de Krebs, c'est en phase anaérobie. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'oxygène.
Mais par contre, j'ai besoin de vitamines, d'oligo-éléments et d'enzymes. En général, cette première phase, elle se fait tout à fait naturellement parce qu'on a des réserves. C'est pas un problème. Et ça donne des acides. C'est physiologique. J'insiste là-dessus parce que les gens veulent combattre l'acidité. C'est pas l'acidité qu'il faut combattre. C'est l'excès d'acidité. C'est pas totalement la même chose. Donc, mon glucose rentre dans la mitochondrie. Dans la mitochondrie, il subit première phase anaérobie. Donc, c'est bien, pas besoin d'oxygène. C'est bien. Par contre, vitamines, oligo-éléments et enzymes. Et ça donne des acides. Alors, acides, lactiques, succiniques, propioniques, acéto-acétiques, enfin bref, des noms à rallonge, etc. Pour jouer au Scrabble, c'est intéressant, quoi. Ça donne des acides. Mais c'est physiologique, je le répète. Et après, par contre, s'il y en a trop, ça devient problématique. Et ensuite, ces acides vont subir une deuxième transformation, cette fois-ci, toujours pareil dans le cycle de Krebs, mais cette fois-ci en phase aérobie et avec vitamines, oligo-éléments et enzymes. Donc, j'ai besoin d'oxygène. Et de vitamines, oligo-éléments et enzymes. Et ça, c'est deux conditions sine qua non hyper importantes. C'est-à-dire que si, éventuellement, je suis privé d'oxygène, ma transformation de mes acides ne se fera pas. Donc, je reste en phase acide. Et si je suis carencé en vitamines, oligo-éléments et enzymes, pareil, ça reste en phase acide. Donc, reste à savoir dans quel cas je suis privé d'oxygène. Donc, je suis privé d'oxygène, notamment si je fais de la sédentarité. Si je suis sédentaire, j'ai pas assez d'oxygène. Et inversement, si je fais trop de sport, j'ai pas le temps de reprendre mon souffle. Et c'est pour ça que les grands sportifs de haut niveau font des crampes à cause de l'acide lactique. D'accord ? Deuxième condition, c'est vitamines, oligo-éléments et enzymes. Et là, bien sûr, si je prends des aliments raffinés, chimiqués, frelatés, industrialisés, automatiquement, j'ai pas vitamines, oligo-éléments et enzymes. Le pain blanc, le riz blanc, le sucre, etc., sont des aliments raffinés. Il n'y a plus de vitamines, d'oligo-éléments et d'enzymes. Et donc, ce sont des aliments acidifiants. Ça, c'est la première des conditions. Mais attendez, il y a encore une autre condition qu'on oublie trop souvent. C'est aussi la cuisson de nos aliments. D'accord ? Et t'en sais quelque chose, parce que tu es experte en culinaire. Et donc, on devrait manger le plus cru possible, au moins avoir une base crue à chaque repas. Ça, c'est une condition très, très, très importante. Parce que si je mange que du cuit, et voire de l'archi-cuit, automatiquement, il n'y a plus de vitamines, d'oligo-éléments et enzymes. Et même si je mange des aliments bio et complets. Et voilà, parce que ça aussi, c'est la question que je pose moi, très souvent aux étudiants au Sénato, justement, leur dire, vous avez une personne qui vient vous voir, qui présente tous les signes d'une acidose, qui fait par exemple arthrite, arthrose, colite néphrétique, spasmophilie, etc., alors qu'elle mange complet et bio. Oui, mais si elle mange complet et bio, mais qu'elle fait trop cuire, vitamines, oligo-éléments et enzymes, il n'y en a plus. Donc, la personne reste en phase acide. Et ça, ils ont du mal à comprendre, les gens, parce qu'ils disent, oui, mais M. Brun, ça fait 20 ans que je mange bio. Ouais, mais ça me fait penser à un type, un jour, qui me dit, M. Brun, moi, ça fait 20 ans que je bois que du vin bio. Et je lui ai répété, si t'en bois trop, t'es pété bio. On était trop sérieux là depuis quelque temps, donc c'est pas possible. Ah, et justement, ce que tu viens de faire là, et ce que j'espère que les auditeurs feront aussi en m'écoutant, d'accord, c'est le rire. Et le rire est désacidifiant, justement. Okay. C'est la plaque tournante de la santé-vitalité. Le rire. Rappelez-vous de la phrase de Rabelais qui disait « Les joyeux guérissent toujours ». C'est tellement vrai. Et oui, alors quand on voit ce qui se passe en ce moment, quand on nous annonce tous les soirs à 20h le croque-mort de service qui nous annonce le nombre de gens qui sont hospitalisés, qui sont ci, qui sont ça, mais au contraire, on devrait dire les gens qui sortent de l'hôpital, ils ont lutté contre la Covid, ils sont en pleine forme, etc. On devrait dire le positif et non pas le négatif. On est bien d'accord. On est là, avec ça les peurs en permanence. Vous allez voir, encore dans quelques temps, ils vont nous redonner encore un petit coup de vis, histoire de bien entretenir un petit peu, comme ça on peut mieux entretenir les gens, d'accord ? Puis ensuite, on va essayer d'imposer la pensée unique. On n'aura pas le choix d'avoir d'autres idées que celles qui seront gouvernementales. Moi, je revendique, je suis un complotiste, moi, parce que j'ai le droit d'avoir une opinion qui est totalement différente des autres. Après, on en discute. On ouvre des colloques, on ouvre des discussions, mais on essaie de me convaincre. Pourquoi pas, je ne suis pas contre. Mais on ne m'impose pas quelque chose. Ça, c'est une chose très importante. Ah complètement. Complètement. C'était mon coup de gueule. On est bien d'accord, Christian. Et c'est important, il faut laisser sortir tout ça, faut pas refouler. Parce que sinon, c'est le foie qui prend cher. Ouais, on est bien d'accord. Le foie et puis on fabrique des acides. Exactement. Alors, on est en train de se désacidifier là en direct, ce qui est très positif. Mais on va tout de suite repartir sur notre thématique du jour qui est le diabète. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, donc, lorsque une personne, le glucose ne peut pas rentrer dans la cellule, mais la cellule, elle a besoin de glucose, c'est le carburant, c'est le gasoil de la cellule. Elle dit, moi, j'ai besoin de glucose. Donc, elle va essayer d'envoyer des informations via éventuellement notre cerveau en disant, attention, il faut casser la croûte. Et d'accord ? Et ça, on a envie de manger.
Et on essaie de manger. Et quelquefois, on mange, bien sûr, des choses inadaptées, d'accord, pour essayer de tamponner un petit peu cette envie de sucre que la cellule nous réclame. Mais si, éventuellement, je mange ou je ne mange pas, par exemple, mon corps va essayer de libérer, il va envoyer un ordre, par exemple, au niveau de mes muscles et de mon foie, pour libérer le glucose qui est stocké dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène. D'accord ? Donc le foie et les muscles vont libérer le glycogène qui se transforme en glucose. Mais si j'ai pas d'insuline, si j'ai pas les récepteurs, si j'ai trop de graisse tout autour, etc., ça pourra toujours pas rentrer, ça change pas le problème. Donc le corps, il dit, moi, j'en ai rien à faire de tes explications, il me faut du glucose. C'est la condition sine qua non. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre des protéines sucrées. Et il va prendre dans les graisses. Alors, les protéines sucrées, ça peut être aussi des protéines de l'inflammation, par exemple. OK ? Puis il va prendre aussi dans les graisses. Donc, tant qu'il y a du glucose, pas de problème, parce que pour transformer les graisses en glucose, il faut du glucose. C'est l'aiguillon, quoi. C'est le petit truc en plus. La carotte. Et si j'ai plus suffisamment de glucose à un moment donné, d'accord, mes graisses vont commencer leur transformation, mais ça va s'arrêter en des phases intermédiaires qu'on appelle l'acétone. Et oui. Or, l'acétone est un poison pour le cerveau. Donc, conclusion, qu'est-ce que va faire le corps quand on aura dépassé un certain seuil personnel ? Il va vous mettre en coma diabétique, en coma cétonique. Et c'est pour ça que là aussi, on pourrait presque faire une émission là-dessus sur le régime cétogène, d'accord, qui était absolument génial, c'est vrai, mais il faut pas pousser le bouchon un peu trop loin. Parce que sinon, à un moment donné, d'une technique, on va en faire une chose beaucoup plus mauvaise, plus malsaine, d'accord ? Donc, le régime cétogène, oui, mais en gardant un tout petit peu de glucose quand même. Sinon, problématique. Alors justement, je vais te poser une question. Les gens qui, par exemple, font des jeûnes politiques ou religieux, d'accord, et qui font pas d'acétone, comment ça se fait ? Alors là, je sens... je sens le petit piège. Écoute, qui font pas d'acétone, ils prient. Non. On pourrait presque y penser, mais ils font autre chose quand même. Alors dis-nous tout, Christian. Simplement parce qu'ils boivent de l'eau sucrée. D'accord, ok. Et ouais, donc c'est pas un jeûne en fait, c'est une monodiète à l'eau sucrée, quoi. Exactement, on est d'accord. On n'est pas dans la vraie définition du jeûne. Tout à fait. Et ouais, c'est ça qui est. Pour ça, je me suis posé la question, je dis c'est pas possible. Ils font des jeûnes très longs, et ils font pas d'acétone. Pas possible ça. Donc parce qu'ils prennent de l'eau sucrée. Voilà. Oui, donc on peut pas parler de jeûne à proprement dit, quoi. Alors donc il faut de l'insuline pour que le glucose rentre dans la cellule. Il faut des récepteurs sur les membranes cellulaires. Il faut pas qu'il y ait trop de gras à l'intérieur, d'accord, etc., etc. On va essayer d'étudier un petit peu tout ça. Donc la première des choses à faire, c'est que si je m'aperçois que éventuellement mon glucose ne rentre pas dans la cellule, c'est qu'il va rester dans le sang. Donc je vais avoir une glycémie qui va être élevée. On est bien d'accord, pas plus compliqué. Et le corps, qu'est-ce qu'il va faire ? S'il y a trop de glycémie, il va essayer d'évacuer le sucre qui est en excès par les urines. C'est pour ça qu'il faut faire la glycémie, c'est bien, mais il faut faire la glycosurie aussi, pour voir s'il y a du sucre dans les urines. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les anciens médecins goûtaient les urines des patients. Et ouais. Et avant, tu sais ce qu'ils faisaient ? Ils prenaient un verre, ils mettaient des urines des gens, et ils mettaient les fourmis par-dessus. Et si les fourmis vivaient, c'est qu'il y avait trop de sucre. T'es pas idiot, hein ? Ah ouais. Attends, mais... tu nous en apprends des choses. Ils avaient des choses dans la tête, hein. OK ? Donc, glycémie à jeun. Et il faut faire la glycémie à jeun au moins 3 prises. Parce que si ce soir, on finit et puis qu'on va manger des profiteroles à la fin du repas, automatiquement, je sais que c'est pas bien, non, mais bon. Et les escapades alimentaires. Automatiquement, le demain matin, si on se fait faire des analyses, la glycémie sera haute. Et inversement, si je me dis demain, je vais faire des analyses au niveau de la glycémie, ce soir, je ne mange pas, avant d'arriver au laboratoire, je fais 3 fois le tour du pâté de maison en courant, ma glycémie elle va être très basse, alors que ça ne sera pas le reflet exact. Bien sûr. Donc, il faut faire ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée ou glycosylée. C'est-à-dire, c'est le rapport entre l'hémoglobine sucrée et non sucrée. D'accord ? C'est l'hémoglobine, un des composants du globule rouge, qui véhicule le glucose. D'accord ? Or, un globule rouge, ça vit à peu près 120 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 120 jours, l'énergie n'est plus fournie au globule rouge. Et on fournit l'énergie parce qu'il n'a pas de noyau. C'est une cellule morte, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on dit élément figuré, d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, l'énergie n'est plus fournie, la membrane du globule rouge devient poreuse, l'eau rentre à l'intérieur du globule rouge, qui gonfle et qui éclate et qui pète. Et ça s'appelle une hémolyse intravasculaire. C'est physiologique. À tout moment, ça se passe comme ça. Ou tu me regardes comme ça.
tu as une hémolyse intravasculaire. Ah, c'est dingue de se dire ça quand même. C'est waouh. Et c'est très important. Et ensuite, les éléments de cette hémolyse vont être phagocytés, ils vont être mangés par les macrophages, puis ensuite ça va donner la couleur des urines et la couleur des matières fécales, etc., etc. C'est pour ça que c'est hyper important de poser ce genre de questions aux gens. Comment allez-vous à la selle? Une fois par jour, 2 fois par jour? Quelle est la couleur? Est-ce que c'est bien, moulé? Est-ce que c'est déchiqueté, etc. La couleur des urines le matin au réveil, est-ce qu'elles sont jaunes? Ou au contraire, c'est transparent, etc. Vous voyez, c'est des questions fondamentales en naturo. Alors c'est vrai que les gens sont très surpris parce que chaque fois qu'on leur pose des questions sur le pipi et le caca, ils s'imaginent qu'on est scato. Non, c'est pas ça. C'est que nous, ça nous apporte déjà des renseignements hyper importants. Alors ça, c'est la première des choses, d'accord? Donc on fait faire l'hémoglobine glyquée ou glycosylée. Ça va me donner en pourcentage, donc il n'y a pas d'unité de valeur, en pourcentage, la glycémie sur 120 jours. D'accord? Et là, je ne peux pas truander, hein. Parce qu'il y a des gens comme ça qui se disent, tiens, demain, je fais mes analyses, alors qu'ils n'ont rien foutu pendant 120 jours, quoi. Mais bon, c'est très sournois encore en plus. Donc, on fait faire glycémie à jeun au moins à 3 prises, glycosurie, l'hémoglobine glyquée ou glycosylée en pourcentage, donc il faut que ce soit aux environs de 4-5%. Quand ça commence à dépasser, attention, ding ding, il y a la petite sonnette, peut-être un diabète, peut-être, on va dire, maîtrisé, mais bon, et si c'est au-delà de 7-8, attention, là on est vraiment dans une phase de diabète. Ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, il va falloir aller voir, est-ce que j'ai suffisamment de protéines pour fabriquer de l'insuline? Ah oui, et des lipides. Donc je vais faire protidémie, protidurie. Parce que si j'ai pas de protéines dans le sang, mon pancréas peut pas fabriquer de l'insuline. Ça aussi, c'est aussi très important. D'accord? Mais par contre, je vais essayer de m'assurer que je l'absorbe, que je l'assimile et que je les perds pas. Mais que j'en mange assez. Donc la question à poser encore au niveau de l'anamnèse, c'est-à-dire du questionnement, est-ce que vous mangez suffisamment de protéines? Et de poser les questions adéquates. Est-ce que vous mangez du fromage, des œufs, du poisson? Alors après, chacun est libre de manger ce qu'il veut. On peut manger des protéines végétales aussi. Ça, c'est chacun étant libre. Mais il faut manger suffisamment de protéines. D'accord? Ça, c'est très important. Et puis ensuite, il va falloir s'assurer que je ne les perds pas. Eh oui, et je peux les perdre par où, mes protéines? Par les urines. Par les urines et par les matières fécales, Exactement. si je ne les ai pas assimilées. Alors, c'est vrai que c'est jamais fait dans les matières fécales. C'est bien dommage, d'ailleurs. Parce qu'à mon sens, on devrait trouver plein de choses intéressantes dans les matières fécales. On verrait bien qu'on mange pour rien dans ces cas-là. Quoi qu'il en soit, on va faire protidurie pour voir si j'urine mes protéines, enfin mes acides aminés. Si je perds mes protéines ou mes acides aminés par les urines, bingo, c'est un problème de rein, mais c'est pas un problème de diabète. C'est pas un problème, donc, au niveau du pancréas. Vous voyez, tu vois, et ça, c'est très, très, très important. C'est pour ça qu'il va falloir objectiver. Il va falloir faire une sélection des questions, faire une sélection également des analyses sanguines urinaires à effectuer pour être sûr que la personne... Parce que si on découvre des protéines dans les urines, bingo, c'est donc un problème de rein et non pas un problème de pancréas. Et bien sûr, la thérapeutique va changer du tout au tout. Parce que si je ne fais pas ça et que je ne m'aperçois pas que la personne est en train d'uriner ses protéines, le rein, pendant ce temps-là, il est en train de se déglinguer complètement. Et on va voir 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, une insuffisance rénale qui va nécessiter une dialyse, voire une greffe de rein. Vous voyez, mais c'est ça. Alors que c'est très simple à faire, hein. Il suffit de pisser dans un bocal toute une journée pendant 24 heures. Hein. Si je bois 1 litre, je dois uriner 1 litre. Pas plus compliqué. On appelle ça la diurèse sur 24 heures. Puis après, on peut faire d'autres analyses au niveau spécifique cette fois-ci, d'accord? Et on aura l'occasion certainement d'en parler. Et ça, c'est très important de bien comprendre ça. Donc, glycémie à jeun, glycosurie, hémoglobine glyquée ou glycosylée, protidémie, protidurie, pour être sûr que j'ai des ingrédients nécessaires pour faire l'insuline, mais aussi que j'ai les ingrédients pour fabriquer les serrures. Les protéines. Là encore, si j'ai pas de protéines, mon corps ne peut pas fabriquer des serrures. Ensuite, je vais faire un dosage des triglycérides pour voir si tout autour de ma cellule, il n'y a pas trop de gras, de déchets. S'il y a trop de gras et trop de déchets, je ne peux même pas arriver à la porte. Et ça, c'est ce qu'on appelle le diabète gras. Ces gens-là, il faut les faire maigrir. Et surtout pas les traiter à l'insuline. Exactement. D'ailleurs, c'est très important là ce que tu es en train de nommer parce qu'on observe 3 types de diabète. Donc, il y a le diabète de type 1 qui est aussi appelé le diabète insulinodépendant. Donc là, on est complètement dépendant d'insuline. Hein. Le pancréas ne fabrique plus d'insuline. On a le diabète 2 qui, elle, est une maladie caractérisée par une hyperglycémie chronique, hein, quelque part, mais qui n'est pas insulinodépendant. Et puis, il y a le diabète 3 aussi qui est le diabète gestationnel ou le diabète de grossesse. Donc, on a ces 3 types de diabète
diabète. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces 3 types de diabète, Christian, s'il te plaît? Alors le diabète de type 1, il faut faire justement, avant d'objectiver que c'est un diabète de type 1, que la personne n'a plus du tout la capacité de fabriquer de l'insuline, d'accord? On fait faire l'insulinémie. Comme ça, au moins, on est sûr. Parce que si mon pancréas continue à sécréter de l'insuline, il ne faut surtout pas que je la pique à l'insuline. Bien sûr. Parce que si je la pique à l'insuline, le pancréas va dire, écoute, puisqu'on m'apporte de l'insuline directement, c'est pas la peine d'aller bosser. C'est un peu comme le chômage, ça. On est bien d'accord, hein. Toute proportion gardée, hein. Je m'en garde, attention. Mais c'est vrai que, à part nous, naturopathes, même si éventuellement on nous donnait 10 000 francs par mois, on continuerait à aller bosser quand même. Parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Bien on sûr. est bien d'accord. Hein. Exactement. Donc, mais ça, c'est très important. Même l'image comme ça, hein, ok? T'as toujours des bonnes images, Christian, oui, c'est ça qui est top. Donc, on fait faire le dosage de l'insulinémie. Parce que si la personne a de l'insuline, d'accord, ça veut dire que peut-être que son insuline est de mauvaise qualité. Peut-être qu'elle est de mauvaise qualité, alors soit au niveau quantitatif, soit au niveau qualitatif. Il lui manque peut-être un oligo-élément qui potentialise l'action de l'insuline, qui s'appelle le chrome. Donc je vais faire le dosage du chrome dans le sang, pour voir si j'ai suffisamment de chrome. D'accord? Et si éventuellement il y a une carence en chrome, on donne un petit peu de chrome, c'est ce qu'il y a dans tous les produits, dans les magasins de diététique, de nutrition, pardon, ou alors dans les par correspondance, c'est de la cannelle et du chrome. En général, c'est toujours le même ingrédient. Parce que le chrome va potentialiser l'action d'insuline, ce qui fait que mon pancréas n'aura pas besoin de sécréter plus d'insuline pour le même résultat. Ça vaut quand même le coup de donner du chrome plutôt que de l'insuline, ou alors des produits. On peut citer le produit qui est classique en allopathie pour les diabétiques de type 2. Oh je pense qu'ils reconnaîtront, oui. Donc la metformine, c'est bien connu, quoi. D'accord? Ça sera toujours, voilà, on donne du chrome. Il faut mieux prendre du chrome, peut-être même à vie, mais au moins ça ne sera pas méchant, c'est un oligo-élément, quoi. Bien sûr. Comprenez, quoi, ok. Donc, glycémie à jeun, glycosurie. Ensuite, on a dit l'hémoglobine glyquée ou glycosylée, ok? Et ça, c'est absolument fondamental, parce que si j'ai de l'insuline, je dis surtout pas traiter. C'est deux traitements totalement différents. Ensuite, protidémie, protidurie, pour voir si j'ai pas un problème. Soit j'en mange pas assez, soit je l'assimile pas, soit je les perds, ou je l'absorbe pas. C'est l'un ou l'autre, c'est pas plus compliqué. Et c'est ça que je reproche un petit peu peut-être en allopathie, c'est qu'ils disent, voilà, dès qu'il vous manque quelque chose, il suffit de prendre une supplémentation. Non, il faut se poser la question, pourquoi je suis en manque? C'est l'histoire du fer, exactement pareil. Les gens, ils sont carencés en fer, on leur donne ferrograde 500, tardiféron. Mais c'est ridicule. Il faut d'abord savoir pourquoi j'ai une carence en fer. Ce qui ne veut pas dire qu'après, on ne va pas prendre des produits X, Y, Z. Ça, c'est autre chose. Mais pourquoi? C'est l'objet du dernier bouquin. C'est pour ça que je connais un petit peu le sujet un petit peu. Mais non, mais c'est hyper important. C'est fondamental, quoi, ok? Ensuite, qu'est-ce que j'aurais besoin? On l'a dit, dosage des triglycérides, pour voir s'il n'y a pas trop de gras tout autour. Et là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si la personne n'a plus du tout d'insuline, soit parce que le pancréas, il est fatigué, il est épuisé, on l'a épuisé par une alimentation depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, comme ça, ou alors peut-être que c'est héréditaire, on a reçu en héritage un petit pancréas, oui, parce que tout le monde n'est pas égaux non plus, hein. Ça c'est une foutaise encore, ça, hein, ok? Puis ensuite, faut s'assurer également que c'est pas de maladie auto-immune. Exactement. Dans laquelle, parce que la maladie auto-immune, ce sont les îlots, dans les îlots de Langerhans, on tout a à fait. Les cellules bêta. Tout à fait, qui sécrètent de l'insuline. Et si j'envoie des anticorps pour détruire mes propres cellules, je détruis. Et là, pour l'instant, je ne suis pas Dieu le Père, je suis qu'un de ses fils. Donc, conclusion, je ne peux pas encore résoudre ce problème génétique. Hein. Et là, c'est vraiment le diabète de type 1. Et ça, c'est le diabète de type 1. Donc, soit on l'a épuisé complètement, d'accord? Soit c'est une maladie auto-immune. D'accord? Donc ça, c'est aussi très important. Par contre, si éventuellement je vois que j'ai de l'insuline, donc là, ça y est, je suis dans le type 2. Type 2, bingo, est-ce que j'ai trop de triglycérides tout autour? D'accord? Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, il faut que je fasse maigrir la personne. Il faut que je lui établisse un bilan alimentaire, d'accord? Ensuite, lui apprendre également à bien manger, à bien mastiquer, à manger avec des gens qui sont agréables, parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte, d'accord? C'est pas à toi que je vais faire la leçon, on est bien d'accord? Très important. D'accord? Il faut mieux manger une carotte chimiquée avec quelqu'un que vous aimez que manger une carotte bio avec quelqu'un qui vous emmerde. Voilà, pas assez clair, c'est net, voilà, pas de problème. Non mais, le problème, c'est que quand on est jeune, on a tellement besoin d'être aimé, c'est Françoise Dolto qui disait ça, hein. On est prêt à des serpillères, tellement on veut être aimé. On est prêt à accepter n'importe quoi. Maintenant, heureusement qu'on évolue, hein. Arrivé à un certain âge, maintenant, bon... on préfère la carotte chimique, parfois. On préfère la carotte chimique, ouais, mais c'est hyper important. Okay. Ensuite, donc on a dit maladie et auto-immune, épuisement. On a parlé du chrome.
On a parlé également de faire le dosage de l'insulinémie. D'accord ? Voilà, je pense que là, déjà, on a déjà une bonne vision un petit peu. Exactement. Et alors, il y a le diabète, comme tu disais, si j'ai justement 6% des grossesses, d'accord ? Au niveau du diabète gestationnel, là, c'est pareil, correction nutritionnelle. Alors attention, si la maman était, n'était pas diabétique avant, après la grossesse, ça revient normalement à peu près la norme. Par contre, si elle était avant déjà un petit peu, là, il va falloir prendre des dispositions. Surtout pour la maman, oui, mais aussi pour le bébé. Parce que généralement, les bébés qui naissent d'une maman qui est diabétique sont des gros bébés vraiment très lourds et très gros, et l'accouchement est relativement difficile à chaque fois. Avec, point d'interrogation, un risque par la suite pour le bébé d'avoir un diabète de type 2. Oui, complètement. Alors, ce qui est important de préciser aussi, c'est que le diabète de type 1, qui est quand même le diabète le plus sévère, parce qu'il est insulinodépendant, ça compte 5 à 10% des cas de diabète. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on observe surtout des diabètes de type 2 et qui sont, tu le disais dans ton livre, que là, il y a 2 fois plus de diabète qu'il y a 25 ans. Et donc, c'est certainement lié au mode de vie. C'est-à-dire que là, si les gens développent le diabète à ce point-là, c'est qu'il y a des habitudes de vie à revoir. On est d'accord ? Quand on voit ce que mangent les gens, nos concitoyens, etc., quoi, sans tomber, moi, je suis pas un ayatollah du bio non plus, c'est pas ça. Je suis quelqu'un de festif, je suis un épicurien, etc. Il y a pas de problème. Mais il y a une limite. Toi, si je fais par exemple une escapade alimentaire, par exemple, avec des amis ou quoi que ce soit, le lendemain, je fais doublement attention. Tu me connais, je préconise très souvent la compote de pommes. Monodiète à la compote de pommes, c'est la base. Ok. Bon, voilà, si par exemple j'ai fait une petite erreur alimentaire la veille, on s'est couché un peu plus tard, on a mangé un petit peu plus, on a bu peut-être un petit peu plus aussi, le lendemain, je me mets à la compote de pommes. Et comme ça permet de garder un contact sociétal. Parce que ça aussi, c'est fondamental. Parce que les gens qui ont tendance un petit peu à faire que de la naturopathie, mais vraiment hyper serré, ils sont tout seuls sur une île déserte, quoi. Et ça, c'est ce que je reproche à certains de mes confrères, quoi. Quand je les vois dans certains salons, c'est pas possible, ça. Il n'y a pas la joie de vivre, il n'y a pas les 7 plantes, tu sais, les fameuses 7 plantes que je t'ai déjà données, d'accord, qui garantissent une vie merveilleuse avec le plaisir, la passion, l'envie, la folie, etc., etc. C'est fondamental, ça. Avoir du plaisir, être passionné par ce que l'on fait. Moi, je t'ai dit, tu le sais très bien, j'ai 70 ans et je suis encore passionné par la naturopathie. Pourquoi ? Parce que c'est ma vie. Je travaille un petit peu moins maintenant, un petit peu quand même, mais il faut essayer de ralentir un petit peu, et laisser la place aux jeunes. Mais il faut être passionné encore. Et ça, c'est valable pour tous les aspects de la vie. Que ce soit, même dans un couple, si on n'est plus passionné par son conjoint ou sa conjointe, on essaye de renouer la passion. Et si c'est pas possible, chacun prend repart à droite, à gauche, etc. Sinon, c'est pas possible. On peut pas. Et même quand on est, même nous, entre nous, par exemple, on a une certaine passion, d'accord, qui n'est pas amoureuse, enfin si, mais c'est pas la passion qu'on pense, mais il y a une passion, il y a un contact, il y a un échange qui est là en permanence. Chaque fois que je te vois, je sens qu'on est sur le même diapason, quoi. Oui, on est sur la génial. même route, etc. Et c'est ça qui est absolument génial. C'est pour ça que la notion de partage est aussi très importante. Et justement pour les diabétiques, parce que le pancréas, ça ressemble à quoi, symboliquement ? C'est comme c'est une glande qui ressemble un petit peu à une langue. Et oui, bien sûr. Et donc peut-être le fait de pouvoir exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, quoi. D'accord ? Et ça, on vit dans une société judéo-chrétienne où on ne peut pas exprimer ce qu'on a vraiment envie d'exprimer. D'accord ? On n'a pas le droit. Donc il y a une technique que moi j'en ai déjà parlé, tu la connais, c'est la technique des écritures. Il faut prendre des feuilles de papier, enfin des ramettes, puis on écrit à qui on veut. Attention, mais il ne faut pas écrire avec la tête. Il faut écrire directement, allez hop, on y va au kilomètre, quoi. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de syntaxe grammaticale, il y a des fautes d'orthographe, on s'en fout, c'est pas là le but, c'est pas du Chateaubriand, ni du Victor Hugo qu'on demande, c'est pas ça. C'est de libérer les émotions, de vider la cocotte minute émotionnelle. Et ça fait un bien énorme. Puis après, on lit le courrier à haute et intelligible voix, fenêtre ouverte si on est chez soi. Et on le lit plusieurs fois, puis à un moment donné, quand on arrivera à lire ce courrier où il n'y aura plus d'émotion, on prend une allumette et on fout le feu à l'écriture. On ne garde pas les écrits. Et on passe à un deuxième bouc émissaire. Parce qu'il y en a une tripotée. Mais complètement. Non, mais c'est ça le truc. C'est ce qu'on... Voilà, il faut pas dire ci, il faut pas dire ça. Vous voyez, on le voit en ce moment avec la Covid. Si vous dites que vous êtes contre les vaccins, ou vous n'êtes pas pour, qu'on a besoin d'avoir du recul, que ci, que ça y est, on passe pour un complotiste, on passe pour quelqu'un de complètement anarchique, etc. Mais j'ai le droit d'avoir des opinions peut-être différentes des autres. C'est quand même incroyable, ça. On essaie d'en discuter, au contraire. Au contraire, c'est ce qui fait évoluer
l'être humain. Si on n'en discute pas, s'il n'y a qu'une pensée, une pensée unique, comme ça se dessine en ce moment, hein. On le voit avec le pass sanitaire. On est compte un peu cette atteinte à la liberté, mais mais je suis outré, moi. Outré, vous vous rendez compte? On peut même pas se déplacer, on pourra plus rien faire, on pourra plus aller dans un restaurant si on n'a pas... Et pourquoi pas la puce aussi, sous-cutanée, ou alors même le code barre. Pourquoi pas le 666 pendant qu'on y est, etc., etc. J'en passe, c'est des meilleurs, quoi. C'est vrai que c'est outrant. C'est vraiment outrant. C'est vraiment... moi, je pense aux gens de 1789 qui se sont battus pour qu'on ait une certaine liberté, aux gens de 1936 qui se sont battus également pour qu'on ait les congés payés, la sécurité sociale, etc., etc., etc. Mais ces gens-là, il faut leur rendre hommage. Ce que l'on a là actuellement, là, enfin le peu qui nous reste, hein, parce que ça commence à me nuire un petit peu les libertés, liberté, égalité, fraternité. Vous voyez, c'est ça que je reproche un petit peu, moi. C'est pas le fait d'être pour ou contre ou quoi que ce soit, mais on discute, on ouvre des colloques, on accepte. Il y a des grands professeurs qui sont quand même à écouter, le professeur Joyeux, le professeur Luc Montagnier, Perron. Enfin, c'est quand même pas même Raoul dans le Midi là. Je sais pas s'il a raison ou s'il a tort, c'est pas ça. Mais on écoute, on les traite pas de folingues comme ça passe actuellement. Tous ces gens-là qui sont anticonformistes, ça y est, il faudrait presque les mettre dans les asiles psychiatriques. C'était le coup de gueule de votre deuxième coup de gueule, c'est bien, ça sort. Alors moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit, parce que je pense vraiment qu'en naturopathie aussi, on a cette vision très globale. Alors sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, hein, mais si on s'intéresse un petit peu plus au pancréas dans la symbolique, il symbolise la douceur, l'affection, pas l'infection, très mauvais lapsus, l'affection, la valeur et la joie de vivre que l'on se donne ou que l'on s'accorde. Et alors, sans à nouveau vouloir faire de la psychologie de comptoir, mais on dit souvent que c'est papa insuline et maman glucagon. Que papa insuline, c'est l'insuline qui correspond à la fonction paternelle, c'est le père en qui j'ai confiance. Je sais que je pourrai toujours compter sur lui grâce à son autorité à la fois ferme et rassurante. Mes approvisionnements sont sécurisés. Concrètement, le père assure le remplissage du frigo symbolique. Si votre père vous manque, que vous n'avez pas confiance en lui, vous pourrez fabriquer du père symbolique en sécrétant de l'insuline. Et si son autorité est trop dure, ce sera plutôt une situation propice au diabète. Alors c'est vraiment une symbolique, non pas que ce soit une vérité, mais je trouve ça toujours intéressant de faire des symbolismes comme ça. Parce que je pense que la maladie vient nous donner des signaux sur une situation. Tu sais ce que tu viens de dire là, c'est absolument parce que la maladie, c'est un signe. Je sais pas si je l'ai déjà dit sur cette antenne, mais vous êtes en voiture, d'un seul coup il y a un petit voyant rouge qui s'allume. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête au premier garage. Et là, deux possibilités. Le garagiste, il vous dit, revenez dans 10 minutes, ça sera réglé. C'est vrai que 10 minutes après, vous récupérez votre voiture, le petit voyant rouge n'existe plus. Et pour cause, il a retiré l'ampoule. Ça, c'est l'allopathie, ça. On a retiré le symptôme. Alors que l'allopathe, le naturopathe, il va dire, voilà, le petit voyant rouge, là, à quoi ça correspond? Est-ce que ça correspond à tel ou tel organe de la voiture? Parce que celui qui reprend sa voiture, il n'y a plus de voyant rouge, parce qu'il n'y a plus l'ampoule, il fait 50 km et il tombe en rade à nouveau. Et là, beaucoup plus grave, parce que là, il faut se faire remorquer. Et là, pour l'allopathie, c'est exactement pareil. Ce qui ne veut pas dire que je ne conseille pas de temps en temps de prendre certains produits allopathiques. On a un mal de crâne, on a une rage de dents, on prend un analgésique, etc. Puis le lendemain, après, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le dentiste. Tu vois, c'est ça, la grosse différence, elle est là, quoi. Et ça, c'est fondamental. Sinon, les gens, à un moment donné, ils font n'importe quoi. On fait taire. Et la grosse problématique, justement, en ce moment, justement, avec la Covid ou même avec le diabète, c'est la même chose, ça peut être une maladie auto-immune. On a foutu le système immunitaire complètement en l'air. On l'a tellement brimé en permanence depuis notre naissance jusqu'au jour où on découvre la naturopathie, d'accord? On le fait taire en permanence. Mal à la tête, toc, allez, un antimigraineux. Constipé, hop, allez, contre la constipation. Un diarrhéique, un antidiarrhéique. Un douleur articulaire, hop, allez, hop, on donne du Voltaren, des machins, des anti-inflammatoires, etc. Chaque fois, c'est des anti. Et c'est ça la grosse problématique, c'est qu'à force de mettre des anti, c'est des anti-système immunitaire, en fait. Complètement. Et puis, il y a tout le contexte aussi autour. Là, on le voyait, le pancréas, c'est vraiment la douceur, c'est la joie de vivre. À partir du moment où on éteint ça,
dans le quotidien, absolument. et forcément, à un moment donné, l'organisme aussi va somatiser quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est très important de cultiver, comme tu le dis très régulièrement, le rire, la joie de vivre, de s'entourer des gens qu'on aime, et puis aussi de mettre de la douceur dans son quotidien, de vraiment nourrir ce père et cette mère symbolique aussi qui sont au sein de nous. Et une chose très importante, puisque tu dis que l'insuline et le glucagon, le père, la mère, mais c'est pas antagoniste, hein, comme on dit on voit beaucoup dans beaucoup de ils bouquins. Sont complémentaires. On dit toujours qu'ils sont antagonistes. C'est comme l'ortho et le parasympathique. Ils sont pas antagonistes, hein. Ils sont conjoints. Exactement. Au contraire, c'est comme une lampe, là, les lampes qui sont en train de nous éclairer, il y a 2 fils. Si je retire un fil, tout s'éteint. L'un ou l'autre, hein. Okay, et là, c'est pareil. Le glucagon et l'insuline sont complémentaires. On a besoin d'insuline de temps en temps, puis de temps en temps, quand j'en ai pas assez, j'ai pas assez de glucose dans mes cellules, c'est le glucagon qui va envoyer des ordres, au foie notamment, pour essayer de transformer les réserves ou de graisse ou de sucre en sucre, pour arriver à faire le travail, énergétique. Complètement. Ça, c'est fondamental. Là aussi, c'est parce que les gens, en permanence, ils confondent en permanence, quoi. Ils disent, l'insuline, c'est ci, le glucagon, c'est ça. Oui, bien sûr, mais c'est conjoint. Exactement. Conjoint. Et juste D'accord. pour un petit rappel, donc l'insuline est produite par les cellules bêta du pancréas, dans les îlots de Langerhans, qui sont aussi tout un groupement de cellules. Et puis le glucagon, donc, qui est hyperglycémiante, elle, c'est dans les cellules alpha. Tout à fait. Et donc, il y avait ce petit parallélisme avec le père et la mère que je trouvais intéressant pour la notion symbolique. Après, je voulais te demander, toi, Christian, dans le type d'un diabète de type 1, est-ce que pour toi, c'est incurable ou est-ce qu'il y a la possibilité, avec une approche très holistique, globale et vraiment poussée, de pouvoir régénérer le pancréas? Ça dépend jusqu'à quel point de dégénérescence il y a eu au niveau des cellules. Si les cellules mères sont foutues, il n'y en a plus, on ne peut pas reconstruire sur quelque chose. Par contre, s'il reste des cellules encore, on peut peut-être, j'ai bien dit peut-être, hein, toute proportion gardée, peut-être relancer une partie indirectement. Mais ce qu'on peut faire, c'est grâce à une hygiène de vie, notamment alimentaire, j'ai dit notamment parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, d'accord ? Parce que ça, maintenant, moi, je mets tu sais que j'ai changé maintenant, je mets plus l'alimentation en premier, hein, comme technique majeure. Je mets l'exercice physique. Ah. Parce que l'exercice physique, quand tu fais l'exercice physique, t'es moins enclin à manger des saloperies, quoi. Faut dire ce qui est, quoi. On est bien d'accord. Donc l'alimentation, oui, en tant que naturopathe, mais peut-être pas avec l'importance aussi grandiose qu'on a voulu lui donner pendant quelques temps. Moi, maintenant, je mets l'exercice physique en premier. Donc ça, c'était le petit clin d'œil en plus. Donc, s'il reste encore des cellules souches, on peut éventuellement, par une hygiène de vie, peut-être relancer. Mais, point d'interrogation, comme je dis toujours, je ne suis pas Dieu le Père, je suis qu'un de ses fils, hein. Et ça, c'est absolument fondamental, quoi. Mais par contre, ce qui a été hyper intéressant, c'est le jour où on découvre le diabète, peut-être d'intervenir tout de suite et pas attendre 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard. Justement, est-ce que tu peux nous dire quels sont les grands symptômes qui peuvent montrer qu'il y a possiblement un diabète? Des symptômes qu'on peut observer, que ce soit de la fatigue, de l'amaigrissement. Fatigue, amaigrissement, mauvaise cicatrisation des plaies. Ça, c'est encore un signe que les gens, ils oublient complètement. Pourquoi ? Parce que le corps, pour cicatriser les plaies, j'ai pas dit la coagulation, hein. C'est cicatrisation des plaies. Il a besoin de mettre les acides aminés à la queue leu, d'accord, pour permettre de faire la fermeture éclair, quoi, en quelque sorte, ok, sous la dépendance d'une hormone qu'on appelle l'hormone de croissance, d'accord. Mais si je suis privé de glucose, si mes cellules sont privées de glucose, le corps va essayer de réclamer quand même du glucose, et je vais prendre dans mes protéines sucrées, les glycoprotéines. Mais si je prends dans mes glycoprotéines, ça va être au détriment de la cicatrisation des plaies. C'est pour ça que c'était un signe, d'accord, peut-être d'un problème de diabète. La soif aussi. Mais la soif, pourquoi ? Parce que les gens pissent énormément. Pourquoi ? Parce que le corps essaye de se débarrasser du sucre qui est en excès. Donc j'urine énormément, donc j'ai soif. D'accord ? Ça, c'est le diabète. On est toujours dans le diabète sucré, parce qu'il existe encore un autre diabète, encore. Hein. Il y a le diabète insipide. Il y a le diabète rénal, etc., etc. Tout ça, c'est des mots diabète. C'est dommage, mais bon. Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est peut-être un problème aussi de rein. Toi, par exemple, le diabète rénal, c'est un problème de rein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne sait plus ce qu'il faut faire. C'est quand même que tout à l'heure, on a parlé du système immunitaire. À un moment donné, il a perdu la boule. On l'a tellement sollicité à base de médicaments, d'antibiotiques. Un grain de beauté sur la fesse droite, allez hop, antibiotique. Le rhume, allez hop, antibiotique. Parce que le rhume, c'est un virus, hein, bien entendu. Non, on a oublié qu'une chose, c'est que le virus, il a pu s'installer que s'il y a un terrain adéquat. Toi, comme disait Marchesso, puisque tu signais, tu le citais, est-ce que c'est le marécage qu'engendre le moustique, ou est-ce que c'est le moustique qu'engendre le marécage ? On est bien d'accord. Tu vois, c'est fondamental, c'est vraiment des choses, mais totalement différentes, justement, au niveau des
de l'allopathie, la naturopathie. C'est fondamental. Et donc, le système immunitaire, à un moment donné, il a perdu la boule, quoi. Il est complètement... il n'en peut plus. Les 11 vaccins obligatoires. Le gosse, il vient juste de sortir du bit de maman, on commence à le picouser, déjà. Non, mais on rêve. Et il y a une ancienne ministre, elle voulait, très longtemps, il y a pas avant Buzyn, elle voulait piquer dans le ventre des mères. Directement. C'est terrible. C'est incroyable, ça. Mais on a l'impression d'avoir des gens, mais complètement frappadingues, quoi. C'est pas possible. Il y a un peu de logique, un peu de jugeote, un peu de... Je sais pas, enfin, c'est incroyable, quoi. Complètement. Alors toi, dans ton livre, Christian, Le diabète exactement, stratégie naturopathique, tu donnes beaucoup de clés. Alors tu réexpliques tout ce qui est le diabète, tu parles des différents types de diabète, etc. Tu donnes de nombreuses notions aussi physiologiques, comme tu l'as fait là au sein de ce podcast. Et tu donnes aussi des conseils, des stratégies naturopathiques justement pour prendre soin de son terrain et aller aider le corps, accompagner le corps à retrouver son équilibre, parce que le corps, c'est quand même une usine magnifique qui, lorsqu'on lui prête attention et qu'on nourrit la vie dont il est porteur, peut faire vraiment des miracles. Et donc, voilà, la maladie, encore une fois, c'est une alerte, c'est un signal. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques stratégies naturopathiques dans le cas d'un diabète qu'on peut mettre en place? Alors déjà, il y a une chose très importante, il faut tenir compte de la constitution et du tempérament. D'accord? Ça, c'est une chose aussi fondamentale. Et l'hérédité. Pour ça, je dis toujours, c'est qu'en fait, on fait du capitalisme en permanence, quoi. C'est-à-dire qu'à la naissance, ça dépend si on a reçu 50 centimes d'euros ou si on a reçu 50 millions. Eh ben ouais, il faut en tenir compte aussi, quoi. Autant il y a des gens qui ont reçu 50 centimes, eux, ils peuvent pas se permettre des petites escapades alimentaires ou quoi que ce soit. Sinon, ils sont patraques en permanence. Par contre, celui qui a touché 50 patates, lui, au contraire, il fait pas attention. Et à la fin de sa vie, il a le même pécule que l'autre qui avait que 50 centimes. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut savoir un peu gérer un petit peu. Et notamment, il y a une notion qui est très importante en alimentation, c'est les sucres à index glycémique. Ça, si, c'est une notion qui est très importante. Il y a les sucres à index glycémique élevé, moyen et bas. Si vous prenez des sucres à index glycémique élevé, c'est-à-dire que le sucre, la glycémie monte dans le sang. Et plus la glycémie elle monte dans le sang, plus le pancréas doit sécréter de l'insuline proportionnellement à la montée de l'insuline, de la glycémie. Et je me retrouve en hypoglycémie réactionnelle. Et c'est là où on voit les symptômes, justement, parce qu'on en parlait un petit peu. Les gens n'ont plus du tout, ils n'ont plus de jambes, ils n'ont plus de concentration, il n'y a plus de mémoire, ils ont les jambes qui tremblent, enfin bref, comme on dit, un manque de sucre, quoi, en quelque sorte, quoi. Ok ? Et là, bien sûr, ça épuise le pancréas en permanence, parce que là, qu'est-ce que va faire le corps? Il va essayer de libérer du sucre stocké dans le foie, dans les muscles, pour faire remonter la glycémie. Mais en même temps, il va vous provoquer l'envie de manger. Et quand je suis en hypoglycémie réactionnelle, si je remarche, si je remonte, je prends des sucres encore à index glycémique élevé, d'accord? Mars et ça repart, pour pas citer, comme je dis toujours. Je prends pas du tout ce produit-là, surtout pas. Mais quoi qu'il en soit, tu vas remonter ta glycémie. Ton pancréas, quand il peut, il va encore relancer encore à nouveau avec l'insuline. Et c'est yo-yo comme ça toute la journée. Et à 13h, hop, on est en hypoglycémie réactionnelle. Qu'est-ce qu'on fait? On va casser la croûte. Hop, on prend du pain blanc, on prend un peu de sucre, on prend des pâtes blanches, du riz blanc, tout ce qui est raffiné, etc. sont des sucres à index glycémique élevé. Donc hop, la glycémie, elle remonte. Et ensuite, vers 2h30 à peu près, vers 2h30, 3h, hop, les gens sont en hypoglycémie réactionnelle. Et c'est typique, il suffit de regarder les gens. Moi, je le vois quand je suis en cours, je regarde... D'accord, je vois les gens, ils ont les paupières en capote de fiacre, comme je dis toujours. Ils commencent à s'endormir et ils se planquent derrière quelqu'un d'un peu plus baraqué pour essayer de se planquer. Mais c'est normal, c'est physiologique. Et toute la journée, c'est comme ça. Et arrivé le soir, hop, le jeune cadre dynamique, riche, beau, riche et intelligent, il se retrouve en hypoglycémie. Mais comme il peut pas rester en hypoglycémie parce qu'il faut quand même qu'il satisfasse sa jeune épouse, il prend un whisky et ça relance. Et à force de faire ce rythme-là toute la journée pendant des décennies, on fout son pancréas en l'air. C'est pour ça qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, de choisir des aliments à index glycémique bas ou moyen. Mais ceux qui sont élevés, c'est-à-dire tout ce qui est raffiné, chimiqué, frelaté, industrialisé, on essaie de mettre de côté. J'ai dit on essaye, j'ai pas dit non plus d'avoir des œillères à n'en plus finir. Je sais pas, moi, t'es invité par quelqu'un et tu vas dans un resto, il y a un beau morceau de fromage qui te fait de l'œil, un bon morceau de bien croustillant, etc. Mange-le. C'est pas ça le truc. Moi, je mange pas de fromage, mais je peux comprendre que ça attire certaines personnes. C'est fondamental, quoi. Oui, mais du moment que c'est pas reproduit, du moment que c'est pas reproduit dans le temps.
Complètement. Et d'ailleurs, pour inviter les auditeurs qui veulent creuser un petit peu plus cette question des sucres, on a enregistré un podcast il y a un petit moment avec Sabri Manoubi justement sur les sucres et on parle de cette notion d'index glycémique qui est fondamentale, notamment sur la question du diabète. Donc voilà, ça permet de resituer un petit peu tous les index glycémiques. Puis ensuite, il y a une autre notion aussi qui est très importante, c'est avec qui on mange. On en a parlé tout à l'heure. Exactement. Tu vois, parce que même si tu prends même éventuellement un aliment qui a un index glycémique élevé, mais si tu le manges en bonne compagnie, agréablement, on évite de parler de politique, de religion et de médecine. Ça, c'est les trucs qu'il faut essayer d'éviter à table. Automatiquement, on a l'impression on va digérer ça, mais alors d'une facilité incommensurable, quoi. Exactement. Mais en fait, on en revient toujours au même point. Si on fait la conclusion un petit peu de tout ça, bon, le diabète, il y a cette maladie auto-immune, c'est-à-dire que notre organisme se retourne contre lui-même. Il y a une autodestruction quelque part. Donc, ça va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est joué, etc. Donc, on regarde la symbolique aussi, etc. Mais il y a toujours les grands points fondamentaux qui sont relevés, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans son assiette, avec qui on mange, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, qu'est-ce qu'on écoute, de qui on s'entoure, qu'est-ce qu'on met dans ses oreilles, dans sa bouche, dans ses yeux. Le plaisir. Et ça, il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça, bien entendu, ça va de soi. Mais le plaisir de manger, le plaisir de préparer le repas, de regarder, d'humer l'odeur. Et ça, c'est quelque chose, et d'harmoniser aussi au niveau des couleurs, les choses comme ça. C'est fondamental. C'est pour ça que je dis toujours... Je sais pas, moi, le soir, vous rentrez, vous n'avez pas trop le temps, vous prenez une endive, vous la coupez, vous la passez sous le robinet, vous coupez la tête et la queue, vous coupez ça en petits morceaux, d'accord ? Ensuite, vous mettez quelques cerneaux de noix, vous mettez un petit peu de ciboulette, vous mettez une olive noire au milieu, tac, le blanc et le noir s'accommodent, vous saupoudrez avec un petit peu de paprika, c'est rouge, un petit peu de curcuma, c'est jaune. Et là, vous avez un tableau de maître déjà devant vos yeux. Et là, ça vous donne l'envie de manger, et vous mangez avec les yeux d'abord. C'est pour ça que les anciens, d'ailleurs, avant de se mettre à table, ils faisaient la bénédicité. Alors après, question religieuse, c'est autre chose, ça. Mais le patriarche, il faisait le signe de croix sur le pain, et après, il coupait le pain. Et tout le monde était autour de la table, d'accord ? Y compris la maîtresse de maison, qui était à table aussi. Alors que là, maintenant, tout le monde commence à manger, commence à se baffrer, c'est le cas de le dire, alors que la maîtresse de maison n'est même pas encore à table. Non, mais je trouve ça... Et puis ensuite, il y avait des serviettes en tissu. Il y avait l'art de la table. Il y avait l'art de la table. Moi, c'est ce que je dis. Mes gosses me disent toujours que j'aurais dû naître autant des seigneurs, mais j'ai toujours une belle assiette, j'ai toujours un verre à pied. Même si je bois de l'eau, mais j'ai un verre à pied, je peux pas supporter un verre à moutarde. Je trouve que c'est, mais franchement, alors si je bois du vin, alors encore en plus, du vin dans un verre à moutarde, n'en parlons pas, c'est même pas la peine. J'ai couteau, fourchette, porte-couteau et serviette en tissu. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est très important. Manger, c'est un acte sacré. Et sacré, on peut l'écrire S-A-C-R-E, mais on peut l'écrire aussi C-C-D-I-A, plus loin C-R-E. Ah, c'est vrai, c'est hyper beau. Le langage oiseau. Complètement. Et c'est fondamental. Fécond. C'est clair. Ah bah ouais. Parce que toi, c'est pour ça que c'est... Voilà. Et puis ensuite, d'essayer de partager, quoi. Partager. Ça aussi, c'est encore un terme qu'on devrait utiliser de plus en plus, quoi. Toi, par exemple, moi, comme tu le sais, je suis un féru du Gewürztraminer, Vendange tardive ou Grenoble. J'en parle suffisamment en cours. Ah oui, d'accord, ça on l'a noté, oui. Bien sûr. Mais je n'ouvrirai pas une bouteille pour moi tout seul. Par contre, si je suis en agréable compagnie, c'est génial. Et puis tu prends ça dans des verres spéciaux à vin blanc. Mais c'est le pied, là. C'est vraiment... tu vois ? Complètement. En tout cas, pour conclure, Christian, j'aimerais juste rappeler ce que représente le pancréas, remettre un petit peu une touche symbolique. Donc, il représente la douceur, l'affection, la valeur et la joie de vivre que l'on se donne ou s'accorde. Un dysfonctionnement du pancréas nous amènera à nous demander si l'on considère la vie comme difficile et amère. Donc voilà, c'est vraiment de venir mettre du beau, de la beauté dans son quotidien, de la douceur. Et puis, dans ton livre, Le diabète, exactement, stratégie naturopathique, on a énormément aussi de bons conseils d'hygiène de vie, de stratégies qui vont permettre justement de rééquilibrer son hygiène de vie et puis de se porter au mieux sur tous les plans de son être. Voilà, puis il existe des plantes un peu plus spécifiques aussi qui peuvent aider. Parce qu'on ne peut pas toujours non plus suivre, je te dis, une diététique à 100%, mais il existe des plantes telles que le fenugrec, telles que le romarin, tiens, voilà, une plante, alors là, merveilleuse, la cannelle, qui ont des réputations comme étant diabétique, mais tu as aussi l'eucalyptus, l'oignon, bien sûr, l'ail. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut rétablir un petit peu dans notre alimentation, d'accord, et éviter d'acheter des trucs en sous-cellophane, là, je trouve ça, mais scandaleux, quoi. C'est même pas de la bouffe, quoi. C'est un ramassis, quoi.
On est bien d'accord. On est bien d'accord, cher Christian. En tout cas, je te remercie infiniment pour ce beau moment partagé aujourd'hui et puis de nous avoir livré un petit peu ta vision de cette maladie qui est le diabète. Et puis, on invite tous les auditeurs à se procurer ton ouvrage « Le diabète exactement, stratégie naturopathique » aux éditions Jouvence. Et puis, si les auditeurs ont des questions, ils peuvent les poser aussi en barre de commentaires. Et puis, encore un immense merci, Christian. Je te souhaite de passer une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Et puis, chers auditeurs, prenez bien soin de vous. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouveaux podcasts. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.